Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième édition des JPOV consacrée au digital. Ces 3 journées que nous allons passer ensemble. 3 journées au cours desquelles nous allons parler de digital, mais notamment du digital et des startups en Afrique. Pour commencer, nous allons bien évidemment vous présenter le programme qui nous attend aujourd'hui. Nous avons des intervenants de qualité qui viennent de plusieurs pays d'Afrique. On parle bien de digital et de start-up en Afrique, donc il faut bien évidemment avoir une transversalité entre pays. Nous allons donc vous présenter, pour commencer, la biographie de la marraine de cette deuxième édition, Madame Danielle Sassou Nguesso, qui a bien accepté de participer et de soutenir cette initiative portée par une femme, Madame Christiane Soro. Je vais donc demander à la technique de nous présenter ici la biographie de la marraine. Merci, la technique. Des journées portes ouvertes virtuelles organisées par DigiWomen. Et je saisis d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de prendre part également à cette seconde édition des journées portes ouvertes virtuelles organisées par DigiWomen. Et je saisis d'ailleurs cette opportunité pour remercier les organisateurs de cet événement et particulièrement Madame Christine Soro, qui a su, de par son engagement, réussir cette ambition. Je suis Danielle Sassou Nguesso. Depuis sa création, travaille à aller à la rencontre de femmes en leur proposant notamment des formations sur l'entrepreneuriat et le leadership. D'ailleurs, lorsque j'ai été sollicitée pour participer à cet événement, j'y ai répondu favorablement en ma qualité de femme africaine, mais également en tant que personne désireuse d'en apprendre plus et de comprendre le digital et le numérique. À mon humble avis, l'Afrique 2.0 doit investir dans une éducation intelligente digitale, mais également défendre des valeurs fondamentales telles que l'égalité homme-femme et le numérique pourrait être ce vecteur de développement qui nourrirait cette ambition. Parce que notre continent est en proie à de nombreux changements politiques, économiques, sociaux, culturels, etc. Et le secteur du numérique est véritablement le secteur de l'avenir. La pandémie de Covid-19 a profondément transformé nos modes de production, de consommation, de transformation et même les interactions sociales. L'histoire retiendra cette crise comme le catalyseur des transformations numériques de nos sociétés. Il faut y voir l'opportunité de jeter les nouveaux fondements de la construction d'un monde nouveau, avec une nouvelle façon de travailler, de nouvelles manières d'apprendre et d'aller à la recherche de partenaires. À l'horizon 2030, 30 millions de jeunes Africains arriveront chaque année sur le marché de l'emploi. Il faut alors que nos sociétés redoublent d'efforts dans l'innovation digitale parce qu'il faut bien comprendre que 90% des emplois demanderont d'en maîtriser les compétences. D'ailleurs, le digital n'a pas de frontières. Il permet à chaque individu, peu importe l'endroit où il se trouve dans le monde, à partir d'une simple connexion Internet, de créer une activité économique et de la développer. Il permet à tout entrepreneur de rompre avec l'isolement, de dépasser les barrières culturelles et les pesanteurs sociales. Notre continent a amorcé sa révolution industrielle par le biais des nouvelles technologies et du numérique, à titre d'exemple la téléphonie mobile ou encore l'émergence de la fintech. 660 millions d'Africains aujourd'hui possèdent un smartphone, chiffre qui a doublé en 4 ans, conférant à notre continent, à l'Afrique, le surnom du continent mobile first. Il est donc impensable que les femmes demeurent exclues de cette révolution numérique. Le continent du mobile first doit devenir celui du woman first en pensant à l'intégration des femmes. L'Afrique est déjà un leader mondial en ce qui concerne le nombre de femmes entrepreneurs, ce qui représente environ 58% des employés en compte propre sur le continent. Il conviendrait que les femmes s'intéressent davantage au numérique et au digital. À cet égard, les initiatives privées et les incubateurs ont un rôle important à jouer, un rôle d'accompagnement et de réussite auprès des femmes
à l'instar de la DigiWomen School, initiative que je tiens d'ailleurs à féliciter et à encourager. L'heure est aujourd'hui à l'unité homme-femme, dans une logique de création de nos propres modèles numériques, de façon à ce qu'ils puissent servir à tous. Enfin, je tiens à remercier les organisateurs du DigiWomen pour la confiance qui m'a été accordée, en vous souhaitant de fructueux échanges dont je sais que le résultat représentera un pas pour l'avenir numérique de tous, afin de créer de nouveaux référentiels pour l'engagement numérique africain. Je vous remercie. Merci à Madame Danielle Sassou Nguesso pour ce discours qui nous oriente déjà, nous plonge déjà dans le sujet que nous allons débattre pendant 3 jours. Il s'agira encore, je le rappelle, de parler de digital et de start-up en Afrique. Pour le sujet évoqué ce jour, nous allons échanger sur le digital, ou comment le digital peut booster des start-up. Et pour en parler, je vous le disais à l'entame de mon introduction, nous avons des intervenants de qualité venant du Maroc, du Gabon, de plusieurs pays d'Afrique. Je vais donc me retourner vers Régis Tadé, qui est manager PwC francophone africain. Régis, je te laisse te présenter aux internautes. Régis nous entend? Je vais donc laisser Régis se connecter à nous et passer à l'une des femmes, une femme de pointure, Madame Khadijatou Bousougou, associée fondateur et gérant du cabinet B&Law Consulting. Madame Khadijatou, on va s'appeler par nos prénoms. Khadijatou, je te laisse te présenter aux internautes. Je sais que ça bouillonne parce que Khadijatou, tu as une orientation plutôt juridique et je pense que tu vas apporter de nombreux éclaircissements dans le cadre des thèmes et des thématiques qui seront débattus durant ces 3 jours. Merci Khadijatou de te présenter à nos internautes. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Donc, mesdames, messieurs, chers internautes, bonjour. Madame Christine Soro, organisatrice de ces assises, Madame la marraine de la présente édition, bonjour. Alors, j'ai l'honneur d'intervenir lors de ces assises en ma qualité de conseil juridique. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour remercier Madame Christine Soro d'avoir donné une part visible au volet juridique dans le cadre de la 2e édition des Journées portes ouvertes sur le digital. Alors, comme vous le savez, le digital, c'est un instrument qui brise aujourd'hui tous les codes dans l'entreprise, concernant aussi bien la production, la distribution que la consommation des biens et services de tous ordres. Donc, c'est dire que la réforme de l'entreprise c'est dire que l'intégration digitale, doit être au cœur de toute réforme sur l'entreprise. Cela signifie donc cela implique donc l'établissement d'un cadre juridique concernant donc, afin d'intégrer de la façon la plus harmonieuse la problématique ou plutôt le fait digital dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un particulier. Nous y reviendrons, nous aurons l'occasion de développer. Je vais donc passer la parole à Douglas Biandou, qui va se présenter à nous. Douglas Biandou est CEO d'Ojiz et fondateur de 10 000 codeurs. Douglas, merci de te présenter aux internautes, à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup pour cette opportunité de me présenter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à l'organisation de JPOV 2e édition. Merci à Christine Soro en particulier, qui est très dynamique, qui est vraiment une femme comme j'aimerais en avoir beaucoup sur le continent. Des femmes qu'il faut pousser et des femmes que je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à pousser. Salutations également à la marraine de l'événement. J'ai été très inspiré par son discours. J'ai beaucoup aimé l'idée de fonder en fait un après-Covid. J'ai beaucoup aimé l'idée du continent Women First.
Je suis convaincu que la femme est l'avenir du digital en Afrique et que dans les modèles que nous devrons fonder, il faudra mettre la femme. Ça, j'en suis vraiment persuadé. Donc, je suis Douglas Miandou, je suis ingénieur de formation, consultant formateur en développement d'applications Java. J'ai 20 ans d'expérience en informatique, dont 15 ans dans l'entrepreneuriat. Donc, j'aurai l'occasion peut-être de partager ma modeste expérience sur l'entrepreneuriat en donnant effectivement les clés, quelques-unes des clés de succès de ma propre entreprise, de centre de formation. Comment est-ce qu'on a pu avoir des clients prestigieux en direct? Comment le digital nous a permis de nous valoriser et d'avancer. Et puis, donc, je suis président, fondateur donc, de 10 000 codeurs. 10 000 codeurs, Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. Nous voulons faire de la jeunesse africaine, des 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans du continent, le vecteur d'une nouvelle Afrique, d'une Afrique numérique et d'une Afrique respectée par le monde, par ses entrepreneurs en particulier dans le digital. Merci. Merci Douglas, merci infiniment pour toutes ces explications. Nous allons à présent passer la parole à Madame Christine Soro, qui va, elle, nous présenter son association, l'école DigiWomen's School, et bien évidemment le projet des JIPOV, qui, nous l'espérons, a encore de longs jours devant lui. Merci Christine de te présenter. Ok, merci Rose. Bonjour à tous. Je tiens déjà tout d'abord à rendre grâce à Dieu. Je ne vais pas dire d'observer une minute de silence pour toutes ces personnes qui nous ont quittés suite à la COVID-19, mais d'observer une seconde de reconnaissance à Dieu qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions poursuivre des œuvres que soit d'autres ont laissées ou encore des chemins que nous avons décidé de bâtir ensemble. Donc vraiment un grand merci à Dieu. Je voudrais donc de ce pas dire que je suis Christine Soro, présidente fondatrice de l'ONG Femmes Belles à l'intérieur et à l'extérieur et fondatrice de DigiWomen's School, qui est une école des métiers du digital exclusivement dédiée à la jeune fille et à la femme. DigiWomen's School est un projet né d'un constat, des statistiques que des cabinets comme McKinsey, comme les Nations Unies ont fait ressortir avec des chiffres tels que, comme la vidéo nous l'a dit, la femme effectue 66% du travail mondial, mais ne perçoit que 10% de ses revenus. Et pourtant, en Afrique, nous représentons 70% en termes de perspective au niveau entrepreneurial. Un article de la Marraine, d'ailleurs, qui est sorti hier, disait que 28% pour le cas du Gabon concerne les femmes qui entreprennent. Et DigiWomen's School veut répondre à toutes ces problématiques, apporter des réponses. Les journées portes ouvertes virtuelles, c'est tout simplement une plateforme qui brise les barrières dorénavant, de pouvoir atteindre des personnes comme Douglas, comme Khadija Tibousougou, comme toutes ces personnes qui ont de l'expérience, qui ont du talent et qui ont beaucoup à apporter. Je crois en une Afrique forte et unie. Et je voudrais encore remercier, pour finir, Rose, la marraine de la deuxième édition, Madame Danielle Sassou-Nguesso, qui a bien voulu nous accompagner durant tout ce parcours. Et j'ai envie de dire, vive la deuxième édition, et je déclare ouverte la deuxième édition des Journées Portes Ouvertes virtuelles. Merci Christine pour cette présentation. Je vais donc me tourner vers Lubna Karoum. Lubna Karoum qui est CEO de Cardev et détentrice d'un PhD. Lubna, je te laisse te présenter. Tu nous en diras plus sur ce que tu fais, tes initiatives et qui tu es. Bonjour Rose, bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation, à vous remercier Christine pour cette initiative, une initiative innovante dans le sens où elle donne la parole à plusieurs intervenants de partout pour parler des sujets qui nous intéressent tous. Je tiens à remercier aussi la marraine, Madame Danielle Sassou-Nguesso, qui est connue par
par ces initiatives en termes d'entrepreneuriat et tout ce qui est féminin, etc. Et à toi, Rose, pour la mise en relation et tous les efforts que vous faites pour la réussite de cet événement. Donc, moi, je suis Luna Conon. Je suis docteur en sciences économiques. J'ai fait une recherche sur le développement territorial, mais précisément comment on peut développer les régions en se basant sur des ressources spécifiques de la région dans une approche innovante. En même temps, j'avais fondé le forum, AfriForum, qui est le premier forum africain des énergies renouvelables. On l'avait lancé en 2016 en marge de la COP22 qui a eu lieu à Marrakech, au Maroc. Et puis l'idée était de faire un forum itinérant qui va faire le tour de plusieurs pays africains et qui va essayer de créer une dynamique autour dans le pays qui va abriter cet événement. Donc, un an après, on a fait une deuxième édition au Mali, qui était une réussite et parmi les choses, parmi les retombées de cet événement, c'était la création de la Fédération malienne de l'électricité, énergie renouvelable, qui a permis au secteur privé de se réunir et de faire plusieurs initiatives. Et donc, j'ai créé le Cardev. Avant Cardev, j'avais créé une autre entreprise qui s'appelait Caron Consulting. C'était une entreprise avec laquelle j'ai réussi à faire quelques missions un peu partout. Donc, j'ai passé quelques mois au Congo, une période au Gabon, une période en Côte d'Ivoire, l'Angola, le Mali, le Ghana, le Nigeria même. Donc, j'ai fait un peu le tour de pas mal de pays africains où j'ai pu réussir à créer un réseau. Et pour revenir, notre activité essentielle, c'est d'accompagner les entreprises dans le développement de l'Afrique, les entreprises qui cherchent à développer. Et je peux vous assurer que sans le digital, j'aurais jamais pu faire quoi que ce soit. Le digital m'a permis d'ouvrir des portes, m'a permis de faire des connexions, m'a permis de connaître du monde. Et c'était le moyen avec lequel je préparais le terrain avant de partir. Donc, le digital, il est important. Start-up, on va revenir, on va parler de la start-up, comment les devenir, etc. Et donc, je vous dis à tout à l'heure pour le débat et je vous remercie encore pour cette invitation. Merci. Merci Lubna. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent qu'il s'agit des JPOG by DG Women's School. Nous parlerons digital et start-up en Afrique. Pour le thème abordé aujourd'hui, nous parlerons de comment le digital peut booster une start-up. Je tiens également à annoncer que nous serons ensemble pendant 3 jours. Sur la deuxième journée, il s'agira de parler de comment le digital peut être financé, des solutions de financement. Nous parlerons également des incubateurs et du digital. Pour cette première journée, je vous le disais, nous avons donc une juriste, Madame Khadijatou Bousougou, pour éclairer chacun de nous, parce que lorsqu'on parle de start-up, il faut avoir une certaine compréhension pour que nous puissions bien aiguiller le public qui nous écoute ce jour. Madame Khadija Bousougou, j'ai une question fondamentale. La start-up, on parle de start-up. Quelle est la différence en termes juridiques entre une start-up, par exemple, et une TPE? Peut-on considérer qu'une start-up rentre dans le cadre d'une grande entreprise? Il est important d'orienter en tout cas les internautes qui nous écoutent afin d'évoluer dans le sujet et d'intégrer donc le digital dans les start-up. Khadija. Merci Rose, merci. Concernant la start-up, il y a une définition schématique communément admise. La start-up peut donc être définie en fait comme une entreprise à fort potentiel de croissance. On va parler d'entreprise innovante. La jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance et qui bien souvent, au moment de son démarrage, pas toujours, requiert en fait une levée de fonds.
Alors, cela peut être un fonds d'amorçage, comme bien sûr un financement plus important. À noter déjà que rares sont les réglementations, je n'en connais pas beaucoup, qui définissent de façon juridique la start-up. C'est pour ça que c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai préféré donc présenter cette définition qui est une définition standard et communément admise. La start-up est donc caractérisée par ces trois critères: l'innovation, le fort potentiel de croissance et notamment qui requiert bien souvent d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, un appel de fonds afin que cette entreprise puisse déployer en fait puisse se développer pleinement. Donc, c'est intéressant d'ailleurs que ce soit ici la start-up et non pas l'intégralité de l'écosystème entrepreneurial qui soit concerné, du fait justement de la particularité des startups et des différentes familles de startups. J'ai à l'esprit en fait un numéro de Africa 24 Magazine qui était entièrement dédié donc à la révolution digitale et qui identifiait 7 grandes familles de startups. Donc la famille agrotech, la famille. Donc, il s'agit donc là, vous l'avez imaginé, donc de start-up digitales axées justement sur des solutions à intégrer au domaine agricole. Il y avait également des start-up sur la médecine, des start-up sur la gouvernance. La gouvernance, donc l'organisation administrative intégrant digitale à mettre en œuvre dans le cadre de la gouvernance. On peut prendre par exemple le paiement des impôts ou alors de plusieurs administrations, dans le monde plus de 7 familles de start-up. Alors, l'intérêt de nos assises, c'est de répondre, je pense, à la question de savoir, du point de vue légal, du point de vue juridique, est-ce qu'il y a aujourd'hui un cadre juridique qui s'applique justement aux startups digitales ou présentant donc une solution digitale. Alors, la question est d'importance. On ne va pas y répondre très simplement. Il est important de souligner quelques fondamentaux. Le cadre juridique, on va dire le droit numérique, pour l'appeler ainsi, le droit numérique au niveau de l'Afrique est très disparate. Il est disparate d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Par exemple, j'ai pu voir qu'au Gabon, une loi sur le commerce électronique existe au Cameroun voisin, qui a d'ailleurs été complétée par un décret d'application. Je pense qu'également en Côte d'Ivoire, et je parle sur le contrôle de M. Tadé, il existe une loi aujourd'hui sur les transactions électroniques. Au Gabon, par contre, nous avons une loi sur les communications électroniques. Donc, il y a ces disparités qui fait que, étant donné l'audience internationale que nous avons, nous allons donc procéder par une approche pyramidale, donc exposer peut-être les droits au niveau de l'OADA, qui comprend quand même 17 pays, ensuite la CIMAC, et puis revenir aux droits gabonais que nous connaissons mieux. Voilà, donc je crois que de façon globale, tout de même, les États dans leur réglementation ne réglementent pas pour la start-up spécifiquement, mais pour les entreprises en général. Il n'y a que quelques dispositions qui viennent favoriser nous allons revenir sur la définition même juridique de la start-up et comment justement la réglementation est appliquée dans les différents pays du continent. Je vais me tourner vers Douglas de 10 000 codeurs, qui a plutôt une orientation d'incubateur, si je ne me trompe pas, pour justement amener à l'autonomisation pour que les startups puissent s'épanouir. Douglas, quel est justement votre point de vue sur la question de comment le digital pourrait booster les startups afin qu'elles apportent finalement des solutions
qu'elles développent des contenus, qu'elles développent des référentiels. Comment est-ce que le digital peut booster justement ces startups? Très bien. Merci pour cette question. Simplement pour rebondir avec ce qu'a dit Khadija tout à l'heure, sauf erreur de ma part, effectivement, la dimension juridique est importante. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que dans le monde francophone, il y a des pays comme la Tunisie ou le Sénégal qui se sont intéressés vraiment à ces dynamiques de start-up. Et il y a un cadre réglementaire, il y a un cadre juridique qui est en train de se mettre. Et je pense que la Tunisie est assez motrice là-dessus, pour justement proposer un cadre pour des entreprises qui vont pouvoir avoir en fait un statut de start-up. Donc ça, je pense, c'est très intéressant. Et à mon avis, le juridique est très, très important. Les entrepreneurs ont tendance à négliger un petit peu le juridique. Il faut qu'on aille de plus en plus vers ces dynamiques-là et que les autres pays se positionnent sur ce type de travaux. Alors, la question est large. Je pense que sur la partie start-up, si vous me permettrez, je voudrais peut-être élargir un peu le débat parce qu'on n'a pas que des entreprises qui se créent, qui sont innovantes, qui ont un fort potentiel de croissance. Et donc, moi, je parlerai en fait en direction des jeunes qui nous écoutent, qui savent qu'à JPOV 2, ils vont pouvoir avoir du contenu, qui savent que Christine et toute son équipe sont là aussi pour apporter du contenu. Et donc, je me permettrai d'aller plutôt fort de mon expérience, à la fois d'une entreprise traditionnelle comme la mienne, Obgis, 15 ans d'expérience, et puis aussi de ce que moi j'ai pu voir en termes de sociétés qui se créent. Alors déjà, en termes de positionnement par rapport au digital, moi je vais faire un petit retour sur mon expérience, comment le digital m'a aidé, et puis j'irai un petit peu dans le sens de ce que nous, chez Dimicoder, on est en train de constater par rapport aux jeunes que nous avons accompagnés et qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, deux parties. Première partie, très concrètement, moi, le digital, en tant que centre de formation, ça m'a aidé. Pourquoi? Parce que, en termes de stratégie commerciale, historiquement, j'étais sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant. Vous savez? Et donc, en fait, je n'avais pas de clients en direct. Donc, le digital m'a permis en fait de mettre mes compétences techniques en ligne, proposer des tutoriels libres d'accès, montrer mon savoir-faire technique et pédagogique à travers 200 articles sur le site obgis.com. Et donc, le bon référencement de ces articles m'a permis d'être identifié de mes futurs clients. Donc, Rolex est tombé sur mes tutoriels et Rolex m'a commandé des prestations. Orange est tombé sur mes tutoriels, Orange m'a commandé des prestations. Thales est tombé sur mes tutoriels, Thales m'a proposé des fonds, EcoBank, etc., etc. Donc ça, c'est une première réponse concrète. Si vous avez un savoir-faire, mettez-le en ligne ou mettez une partie en ligne gratuitement et ça va servir d'appât pour des clients qui vont du coup découvrir votre savoir-faire et qui auront envie d'en savoir plus. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner sur comment le digital peut être utile pour une entreprise ou pour un entrepreneur. Donc, premier conseil, mettre du tutoriel en ligne. Deuxième conseil, travailler sur le référencement de votre site Internet. Faire en sorte que le contenu que vous mettez en ligne soit visible. Donc, moi, aujourd'hui, lorsque vous tapez sur les mots-clés qui concernent mon secteur d'activité, puisque moi, j'ai un centre de formation en programmation Java, et bien en fait, mes clients, quand ils tapaient sur formation Java, sur tutoriel Java, sur auto-formation Java, ils tombaient sur mon site. Donc voilà les deux premiers conseils. Mettre du contenu en ligne et deux, référencer ce contenu sur les meilleurs moteurs de recherche. Ensuite, il y a un travail au niveau du digital, c'est l'entrepreneur et son projet. Je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs doivent aussi, et de plus en plus, je pense que maintenant plus qu'avant, doivent également eux-mêmes se mettre en scène. Aujourd'hui, vous savez, les réseaux sociaux sont importants. J'étais pas plus tard qu'avant, j'ai regardé le Twitter de Christine Soro. Je me suis renseigné sur Christine Soro. Les gens ont besoin de plus en plus de savoir qui sont derrière les entreprises, quelle est la personne qui pilote, quelles sont les personnes qui sont aux commandes. Donc, je pense aujourd'hui, l'entrepreneur doit aussi utiliser les réseaux sociaux
pour être visible, pour présenter son produit, pour présenter son savoir-faire et lui-même, en fait, se mettre en scène. Je me rappelais, moi, personnellement, quand j'avais commencé il y a une quinzaine d'années, je ne voulais pas, moi, me mettre en scène. Je ne voulais pas qu'on me voit moi, mais qu'on voit mon contenu. Bon, vous voyez, en fait, 15 ans plus tard, aspiré par la sphère Internet, par les réseaux sociaux, bah, c'est important aujourd'hui. Les gens ont besoin de savoir qui je suis. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a adéquation entre ce qu'ils voient aujourd'hui au jour le jour et ce que je peux dégager sur les réseaux sociaux. Donc là encore, troisième conseil, les entrepreneurs doivent aussi être visibles. Ils doivent montrer qu'ils ont une capacité à avoir une cohérence entre leur être et le produit qu'ils valorisent ou le service qu'ils mettent en œuvre. Aussi, je voudrais dire sur la partie entrepreneuriat, et là je reviendrai un petit peu à ce qu'on fait avec Dimicodeur. Nous, Dimicodeur, qu'est-ce qu'on fait? On prend des jeunes du continent qui sont déterminés, on leur propose de découvrir les métiers du numérique, et derrière, à travers nos réseaux d'experts, on les encadre. Nous, on l'a fait avec un échantillon de 300 jeunes dans la phase pilote, d'accord, dans 5 pays. Hein. C'est Congo-Brazzaville, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, et puis la Guinée. Et on s'est rendu compte, donc ça fait maintenant 4-5 ans, et on s'est rendu compte que il y avait seulement 5% des gens qui ont fini la formation développeur d'applications web mobile qui voulaient être entrepreneurs juste après la formation. Donc, je prends un exemple, par exemple, au Cameroun. Donc, Youssouf, il a créé yema.cm, yema.cm. Donc, c'est un site de e-commerce. Je prends l'exemple au Sénégal. Cette fois-ci, sendawal.com. Donc là, c'est un bénéficiaire qui a attendu, en fait, 2 ans avant de créer le portail. Donc, vous voyez, on se rend compte que les jeunes qui ont commencé, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que nous, Dimicodeur, on est en train d'aller dans l'entrepreneuriat. Les jeunes ont commencé en étant développeurs, mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils veulent devenir entrepreneurs. Donc, d'abord, ils ont un savoir-faire opérationnel, ça c'est important, ça aussi c'est quelque chose que je recommande, d'abord d'avoir un savoir-faire opérationnel, et ensuite de se faire entourer. Et nous, aujourd'hui, on met autour de ces jeunes maintenant d'autres experts qui ne sont plus des experts techniques et pédagogiques, mais qui sont des experts dans le secteur du développement commercial, dans le secteur de la finance, parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur, c'est bien d'avoir un projet, mais il faut développer commercialement, il faut avoir une cible. Et puis, lorsqu'on a 1 ou 2 bilans, nous, en fait, on met autour de ces jeunes-là maintenant des experts dans le secteur de la finance. D'accord, des gens qui vont les aider à lever des fonds. Donc, voilà un petit peu quelques recommandations que moi, je peux faire. 1, il faut avoir du contenu. Et dans le contenu, ça veut dire éventuellement du contenu pour présenter sa structure, mais aussi du contenu technique. Moi, je vois trop souvent, d'accord, j'en parle en fait aux jeunes qui nous écoutent, des jeunes qui se lancent comme ça dans l'entrepreneuriat et ils n'ont aucun savoir-faire opérationnel. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que fait Christine et DigiWoman, puisqu'elle propose d'abord un savoir-faire opérationnel dans un métier, et une fois qu'on a ce métier, on va vers l'entrepreneuriat. Ça, j'aime beaucoup. Et du coup, le digital va permettre non seulement de valoriser en fait le métier, les réseaux sociaux, le blog, le contenu qui met en évidence qu'on sait bien faire, les exemples qu'on va trouver sur GitHub, les réalisations, le portfolio. Et ensuite, on se fait entourer par des experts dans différents domaines qui sont nécessaires pour l'entreprise et auxquels le jeune, il faut le dire, ne sont pas vraiment préparés, en particulier le domaine juridique. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le travail de Khadija, qui fait partie, que j'aimerais beaucoup avoir d'ailleurs comme... je fais une proposition en live que j'aimerais beaucoup avoir dans notre réseau d'experts, puisque dans notre réseau d'experts Dimicodeur, on a surtout des professionnels qui ont un savoir-faire opérationnel et qui vont vouloir donner du sens à leur expertise en devenant des grandes sœurs ou des grands frères pour la jeunesse africaine. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur la partie digitale et entreprise. Il faut un savoir-faire opérationnel, il faut du contenu, et ensuite, il va falloir maintenant du référencement éventuellement de son projet, de son site, être visible de sa cible, et puis ne pas oublier, d'accord, de référencer son site, et puis de penser à s'encadrer par des professionnels dans les différents secteurs qui ne sont pas les secteurs naturels de l'entrepreneur. Voilà un petit peu la contribution. Merci Douglas. Merci Douglas pour ces éclaircissements. Je rappelle que Khadija Tou, lorsque nous avons lancé
cette première phase de développement, nous a rappelé qu'une start-up, c'est une entreprise à fort potentiel de développement et qui, dans ses produits et ses services, innove. Douglas, quant à lui, nous a rappelé que pour justement booster le digital dans le cadre des startups, il est important de mettre en ligne du contenu et du contenu technique si possible. Il a également rappelé qu'il est important de référencer son contenu, d'avoir de la visibilité. Donc, les entrepreneurs qui se lancent doivent avoir de la visibilité et se faire entourer d'experts. Merci à Régis Tadé de nous avoir rejoints. Régis Tadé, qui est manager PwC francophone Africa, va se présenter à nous avant d'entamer et de poursuivre en tout cas les échanges que nous avons entamés. Bienvenue Régis. Bonjour à vous. Vous m'entendez? Oui. Okay. Oui, on vous entend. Ok, bonjour à tous. Déjà, désolé pour le retard. La situation en Côte d'Ivoire n'est pas des plus stables. Voilà, mais bon, j'ai tout fait pour aujourd'hui pour rejoindre le live. Donc, je suis Régis Tadé, manager gouvernement, service public et TNT chez PwC Afrique francophone subsaharienne. Voilà, le portefeuille que je gère le plus, c'est l'appui au développement du secteur privé, principalement les startups et les PME. Voilà. Ensuite, j'ai mené plusieurs missions de création d'incubateurs, que ce soit pour des institutions, dans le cadre de programmes institutionnels, que dans le cadre de programmes gouvernementaux. Voilà, et je m'appuie surtout sur... je travaille beaucoup plus avec les startups qu'avec les PME. Je vais dire qu'en Afrique, la différence est peu tenue. On en parlera peut-être plus tard. Voilà, donc pour me présenter, voilà ce que je dirais d'emblée. Merci Régis. Je rappelle avant de poursuivre nos échanges que DigiWomen School crée des formations, forme des femmes et dans ce cadre-là, une formation femmes et infographistes se tiendra du 2 au 4 novembre prochain à l'IML. Donc je reprends, formation femmes et infographistes du 2 au 4 novembre à l'IML. Il y a également un projet porté par DigiWomen School qui est le projet Lamaya Ndé. Donc, projet Lamaya Ndé, qui est un projet pour lequel 100 femmes vulnérables devront être formées. Donc, c'est un appel à financement, un appel aux dons pour former ces femmes-là, ces 100 femmes vulnérables à l'infographie et au web design avec une certification d'ici décembre 2020. Ensuite, nous avons également des partenaires, bien évidemment, qui ont soutenu cette initiative, les JPOV. Nous remercions donc Air France, la Fondation Sunga, DC Virtual, Global Mind Consulting, Sage Consulting, l'ONG Fembel intérieur et extérieur, Gabon Review, Hub Africain. Donc, je vais me tourner vers Lubna Karoum, qui est CEO de Cardev, je le rappelle, et qui déjà en 2016 était appelée la femme web du Maroc. Lubna, quel est votre point de vue sur le digital et les startups et comment les startups peuvent être boostées par l'outil digital ou les outils digitaux? Lubna est-elle avec nous? Oui, je suis là. Oh, bonjour Rose, bonjour tout le monde. Alors, pour la femme web, je pense que, je tiens juste à corriger ce que je pense en 2014. Donc, à l'époque, j'étais vraiment trop active sur les réseaux sociaux. Pas comme maintenant, j'étais trop active, je publiais des statuts, je participais, disons, à exprimer mon avis, etc. Mais je pense que ici, c'était la conjoncture parce que, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à partir de 2011, c'était le printemps arabe. Et donc, c'était le mouvement des jeunes, c'était le début de Facebook, le début des réseaux sociaux, etc. Et c'était notre plateforme pour s'exprimer. Donc, après, je pense, après cette phase d'opinion, de recherche de soi, etc., moi, ces réseaux sociaux m'ont permis de connaître beaucoup de gens, y compris Rose d'ailleurs.
et de faire des liens, de faire des relations qui se sont transformées par la suite à des relations professionnelles. Et qui m'ont permis d'avoir des personnes clés dans chaque pays africain, pratiquement dans chaque pays africain. Donc, je vais revenir d'abord à la définition de start-up, comme il l'a dit Madame Khadijatou au début. C'est start-up, c'est une entreprise innovante à fort potentiel de développement et de croissance. Souvent, pour nous, start-up est synonyme de tout ce qui est digital, tout ce qui est informatique, etc. Alors, à mon avis, qu'une start-up, c'est une nouvelle entreprise qui a vraiment qui a un fort potentiel de croissance, mais qui vient avec une idée innovante, ce qui est d'ailleurs le sens de tout projet entrepreneurial. On peut se lancer, par exemple, dans le commerce, et ce qui est courant et ce qui était là depuis le début, je pense, de l'humanité à partir du troc, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on peut faire le commerce autrement, avec une idée innovante, avec un moyen innovant. Et là, je pense automatiquement à AliExpress, à Jumia, qui est présent d'ailleurs au Maroc et en Côte d'Ivoire actuellement, etc. Donc, c'est l'idée elle-même, c'est le sens de l'entrepreneuriat elle-même, de venir avec une idée innovante et d'entreprendre, de se battre, parce que n'importe quelle entreprise, que ce soit dans le digital ou autre, il faut vraiment se battre. Et puis, on fait appel au digital, heureusement, il est là pour nous faciliter un peu la tâche. Moi, je vais parler de mon humble expérience et je vais juste parler au moment où j'ai commencé à préparer le forum que j'ai lancé en 2016. Donc déjà, faire un forum itinérant, c'était une idée, l'événementiel, ça existe depuis des années, les gens font des événements un peu partout, etc. Mais l'idée en elle-même, c'était innovante parce que c'était le premier forum itinérant en Afrique, donc un forum qui a lieu dans différents pays, ce qui n'était pas du tout facile. À chaque fois, on va préparer une nouvelle édition, c'est une nouvelle... c'est un nouveau démarrage, c'est comme si on va débuter. On va capitaliser en termes de communication sur ce qui a été fait, mais quand on va vers un autre pays, un nouveau pays, c'est tout ce qui... on refait tout. Et vous le savez tous, les moyens de transport pour aller dans un pays africain, c'est pas du tout facile, pas comme en Europe. Si on veut partir à Paris, je pense que c'est 3 fois moins ou 4 fois moins le prix que le billet d'avion pour aller au Gabon, par exemple. Les communications aussi, c'était trop difficile, c'était trop coûteux. Faire un appel, je pense, d'une nuit, ça coûtait les yeux de la tête. Par contre, grâce au réseau, grâce au digital, ça m'a permis de contacter, ça m'a permis une certaine facilité, une certaine liberté d'aller vers l'autre sans me déplacer. Donc, j'étais là, j'étais au Maroc, je contactais des gens un peu partout dans les pays africains, j'envoyais des courriers, j'ai commencé par la communication sur tous les sites virtuels, en ligne, etc. Et le site internet de l'événement, ce qui m'a permis de réussir cette édition et d'avoir une crédibilité, d'avoir une réussite qui m'a permis d'aller et de faire une deuxième édition. Donc, le digital, pour moi, ce sont un ensemble de moyens que, Dieu merci, on les a aujourd'hui et qu'on doit mettre à notre faveur pour réussir notre entreprise, peu importe le secteur, que ce soit du digital, que ce soit dans tout ce qui est informatique, applications mobiles, etc., ou même dans d'autres. Et je voudrais, parce que j'ai vu quelques commentaires qui se demandaient c'est quoi le lien entre développement territorial et start-up et Afrique, etc. Moi, je pense que nous, en tant qu'Africains, on a cette responsabilité de contribuer au développement de notre pays, tout en se basant sur spécificités, mais aussi sur ce qu'on a comme ressources. Donc, chaque région, chaque territoire au niveau de notre continent, il a des ressources spécifiques, il a des choses qui peuvent nous donner cette touche d'innovation et ce plus qu'on peut offrir, que ce soit à nous-mêmes ou aux autres qui sont sur les autres pays et les autres continents. Et donc, oui, faire des startups, c'est bien. Faire des projets et se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi bien.
parce que l'entrepreneuriat, c'est toute une aventure, une dure aventure, mais une très, très belle aventure. Mais il ne faut pas aller très loin. Il faut revenir vers soi, il faut revenir vers son pays, il faut voir les besoins, les vrais besoins de son continent, de son pays, de son territoire. Et à partir de là, lancer son idée et utiliser tout ce qui est possible pour réussir, que ce soit les réseaux sociaux, le référencement des sites comme moi je ne suis pas spécialisée dans tout ce qui est informatique, donc je ne m'y connais pas, mais je pense que c'est ça, c'est de se lancer à partir de son pays, voir ce qu'il y a d'innovant, ce qu'il y a de plus à offrir à l'autre, parce qu'on ne peut pas suivre tout le monde, et ce n'est pas parce que tout le monde fait des applications qu'on doit faire des applications. Peut-être qu'on va faire une application, mais qui va promouvoir par exemple un site touristique dans notre pays ou un produit spécial ou je ne sais pas, ça dépend, et mettre le digital en faveur et au profit de ce projet-là. Développement et l'innovation. Exactement. Donc, merci. Voilà. Merci à vous. Merci, Lubna. Tu insistes sur le fait qu'avec le digital, on peut faire le commerce autrement. Et que de ton expérience personnelle, le digital, justement, les outils digitaux qui existent aujourd'hui, tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui t'ont permis d'enrichir ton réseau. Et donc, ça permet vraiment de sortir de son environnement et d'aller rencontrer d'autres expertises ailleurs. Je vais passer la parole à Madame Soro. Madame Soro, qui va nous expliquer comment est-ce que dans le cadre des formations qu'elle délivre à ces femmes, elle oriente plutôt vers du conseil, c'est-à-dire comment est-ce que les startups qui viennent se former chez elles intègrent la notion du digital. Comment ces femmes ressortent enrichies suite à la connaissance que vous avez du secteur, Madame Soro. Ok, merci Rose. Alors, dans le cadre de l'expérience avec Digi Women's School, il faut dire qu'avant tout, nous intégrons un aspect très, très important, la culture du leadership. Parce que nous croyons que si les Africains, puisqu'on parle de digital et start-up cas des Africains, si nous, les Africains, n'intégrons pas d'abord quelle est notre véritable identité, on va toujours penser et croire qu'en réalité, la solution se trouve en Occident. Et pourtant, nous l'avons dans nos mains. Et donc, nous intégrons la culture du leadership afin que les femmes que nous formons et cette poignée d'hommes aussi que nous recevons puissent comprendre pourquoi se former dans les métiers du digital. Qui sont-ils? Quel est le potentiel que toutes ces personnes ont dans leurs mains? Peu importe l'environnement dans lequel nous nous trouvons, qui refroidit beaucoup, il faut dire, qui ont beaucoup d'idées mais qui ont peur de se lancer. Donc, il y a toutes ces bases, toutes ces notions que nous essayons d'intégrer et de partager à ces personnes. Et ensuite, nous offrons justement ces formations en commençant par la culture du digital et tous les métiers qui vont avec. Et en termes d'expérience, nous avons commencé en 2018 à former un bon panel de femmes. Et à partir de 2019, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà des formations, il y avait un besoin très, très pressant et j'ai envie de dire croissant. Déjà au niveau des entreprises qui commençaient à nous solliciter pour savoir si on avait tel profil qui pouvait répondre à un tel besoin, et même au niveau de certains hommes d'affaires qui nous sollicitaient. On s'est dit en ce moment, pourquoi ne pas orienter ces femmes, en plus des formations qu'on leur donne, à comprendre aussi l'importance de se faire accompagner par des structures agréées dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc, en 2020, nous avons signé un partenariat avec IML, l'incubateur multisectoriel de Libreville, que je remercie encore, qui dorénavant va encadrer toutes ces femmes en plus des formations qu'elles reçoivent afin d'être non seulement compétitives sur le marché, mais aussi passer de l'idée à l'action en termes de création d'entreprise et avoir bien sûr tous les outils qui vont avec. Et en termes de success story, nous enregistrons près de 5 femmes
qui aujourd'hui entreprennent, qui sont devenus complètement auto-entrepreneurs dans le domaine de l'infographie grâce à nos formations. Je précise qu'elles sont venues avec sans notion au départ. Elles ont été formées, elles s'en sortent, je n'ai pas envie de dire parfaitement, mais royalement, et elles offrent des services à des structures privées et publiques et à des personnes et à plusieurs acteurs qui éprouvent les besoins dans ce sens-là. Donc, au niveau de Digi Women School, et je souhaiterais d'ailleurs que pour l'Afrique qui m'entend aujourd'hui, que ce soit un modèle qui soit dupliqué dans tous les pays. Digi Women School n'est qu'un point de départ. Je pense qu'avec 10 000 codeurs, d'ailleurs, il y a des perspectives qui arrivent. Et je pense qu'ensemble, on pourra faire quelque chose. Et si j'ai un message sur tous ceux qui nous reçoivent, nous avons reçu beaucoup de questions sur comment nous pouvons entreprendre et comment le digital peut nous aider à sortir de là. Pour ne pas revenir sur ce que Douglas a donné comme clé, et Khadijatou et Lubna, j'aimerais dire que tout passe par la prise de conscience de notre identité, de notre potentiel. Nous avons un gros potentiel, nous avons une identité, et c'est important de revenir sur ces bases-là et de commencer à s'intéresser à la formation et aussi accepter de se faire accompagner par l'entrepreneuriat. Voilà, ce sera tout, Rose. Merci. Merci beaucoup, Christine. Finalement, tu rejoins Douglas. Tu parles de se faire accompagner par des experts et c'est l'une des clés, l'un des éléments clés. Tu dis également qu'il est important d'avoir des outils justement pour intégrer le digital dans les startups. Je vais me retourner vers Régis. Régis qui a une grande expérience du digital et je pense qu'il est d'ailleurs affilié à 10 000 codeurs. Régis, quelle est ton orientation? Quel est ton conseil pour que nos startups, ces entreprises innovantes, naissantes, à fort potentiel, puissent intégrer le digital comme un outil à fort potentiel, un outil de valeur pour pouvoir croître dans leur business? D'accord. Merci Rose. Moi, j'ai trois conseils de façon pratique de ce qu'on a observé dans les différents écosystèmes, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, même au Ghana. Il y a une chose qui est très importante, c'est que lorsque on met en place une innovation, l'innovation, elle n'est pas nativement digitale. Il y a des gens qui ont innové avant nous, qui n'étaient pas forcément dans le digital, qui ont eu des succès. L'innovation, elle peut traverser chacune des dimensions du projet entrepreneurial, que ce soit dans le développement commercial, que ce soit dans la stratégie elle-même, que ce soit même dans la façon de concevoir la partie organisationnelle de l'entreprise. Le plus important pour une start-up lorsqu'elle se met en place, c'est d'abord de penser à son idée, de penser à ses process, et ensuite, si c'est un projet qui est innovant en soi, le digital peut venir appuyer cela pour industrialiser le business model. Parce que l'avantage du digital, c'est que dans la définition de la start-up, il y a la partie scalabilité, croissance exponentielle, il y a la partie industrialisation, capacité à répéter le business model dans différents pays, dans différents pays, dans différents secteurs. Et le digital, c'est l'outil aujourd'hui essentiel qui permet pour une start-up qui a peu de moyens d'atteindre une masse plus importante et surtout de se développer plus rapidement. Mais il faudrait, ce qu'on regarde, on remarque souvent, c'est que lorsqu'une start-up rentre dans un incubateur ou lorsqu'une start-up rentre dans un programme, tout de suite, elle dit « je suis innovant parce que j'ai un projet de… » Je prends l'exemple, j'ai un projet de transport, mais là, je veux faire un site de transport en ligne avec un robot. Il ne pense pas tout de suite à ce que son environnement peut accepter comme digital aujourd'hui. Ils ne sont pas dans la dimension de se dire « je veux innover », mais l'innovation, elle doit rencontrer un marché. Nous n'entendons plus Régis. Non, je pensais qu'il y avait une question. J'écoutais en fait, je pensais qu'il y avait une question derrière.
Donc, je disais simplement que la base, c'est l'innovation. L'innovation, il faut qu'elle rencontre un marché, le marché sur lequel vous voulez agir. Si vous êtes dans un pays où il y a un taux de pénétration d'Internet est de moins de 10%, dans un pays où aujourd'hui les technologies SMS, SSD priment sur d'autres technologies, il faut avoir conscience, par exemple, de ce que votre population, culturellement, technologiquement, est en mesure d'accepter pour pouvoir ensuite mettre le digital derrière, mais de façon très adaptée. Pour prendre un exemple de mes professeurs de HEC Canada, prendre une Mercedes pour rouler sur une piste, c'est moins efficace que de prendre une petite moto pour rouler sur la piste. Il faut savoir où on est, ce qu'on veut faire, trouver le marché et ensuite implémenter le digital. Ça, c'est pour les startups qui, dans nos écosystèmes, travaillent généralement dans le secteur de l'agriculture, de la santé, de l'éducation. Il faut leur faire comprendre que l'innovation est en soi un process. Il faut trouver une idée. Il faut s'assurer que l'idée rencontre un marché et ensuite voir comment dans la mise en œuvre, on peut mettre le digital en avant. Très peu aujourd'hui de startups, on va dire en termes de formation. C'est pour cela que je pense que des structures comme 10 000 codeurs sont très importantes. Très peu de startups en termes de formation peuvent se permettre aujourd'hui de développer de vraies innovations digitales au sens création de nouveaux outils digitaux. Aujourd'hui, ils sont plus dans l'utilisation des technologies existantes. Mais une bonne utilisation des technologies existantes peut leur permettre d'avoir une bonne croissance, une croissance soutenue. Voilà. Donc, moi, pour les startups qui veulent utiliser le digital pour booster leur startup, à un premier niveau, c'est ce que je leur conseillerais. C'est ce que je leur conseillerais, avoir des rêves, avoir une idée, mais surtout être ancré dans la réalité de leur marché, de leur environnement. Voilà. Merci beaucoup, Régis. Finalement, il y a une cohérence entre toutes les interventions. C'est vraiment, et j'espère que les internautes nous écoutent activement. Oui, Régis. J'espère que les internautes nous entendent attentivement parce que Régis l'a très justement dit. La base, c'est l'innovation et cette innovation doit rencontrer un marché. Finalement, lorsqu'on s'implante en tant qu'entreprise, l'idée qui nous vient doit d'abord répondre à un besoin. Ensuite, Régis nous dit que l'innovation est un process. On n'innove pas en se levant, on se fait accompagner. C'est tout un processus à mettre en place. Nous avons également souhaité répondre à des questions d'internautes parce que c'est important. Nous sommes là pour leur apporter des réponses et ils sont très nombreux à avoir des questions, notamment du point de vue juridique. Nous avons une question de Armand Chaka pour Madame Khadijatou qui nous dit ceci. Beaucoup de jeunes entrepreneurs trouvent mieux de commencer dans l'informel pour plus tard se structurer au niveau juridique. Que pouvez-vous dire à ces derniers, bien évidemment liés à la question du digital, et je pense que Khadijatou a entamé une explication sur la réglementation juridique au niveau OHADA et bien évidemment au niveau sous-régional. Lorsque nous parlons de politique commune, nous avons donc la zone CEMAC, nous avons l'Afrique de l'Ouest et nous avons l'Afrique de l'Est. Donc, Madame Khadijatou, que pouvez-vous dire justement sur la réglementation et dans un deuxième temps répondre à la question de ce jeune internaute? Merci Rose. Alors, pour répondre précisément à la question de cet internaute, je ne pourrais que l'encourager au contraire à formaliser son activité. Je pense que il faut faire une nuance entre commencer en toute discrétion et commencer de façon informelle. S'agissant d'une invention digitale, il est conseillé en fait de commencer, je dirais, en toute discrétion parce que les idées se déplacent dans l'air, on va dire ça comme ça, et c'est à celui qui les matérialise le premier parfois qui est injustement attribué la paternité
d'une œuvre. Donc, c'est un peu difficile. On vient donc de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de commencer en toute discrétion, mais bien sûr, pour un entrepreneur, il est important de formaliser son entreprise. Alors, comment est-ce que je pourrais donc traduire en termes juridiques le thème d'aujourd'hui? Ce sera répondre à la question de savoir comment intégrer le digital dans l'entreprise de façon sécurisée. Donc, pour cela, il faut déjà, dès la forme, je dirais, parce que selon en fait l'activité de l'entreprise, pour prendre l'exemple bien précis du droit gabonais, l'entreprise digitale devra tantôt bénéficier d'une licence du ministère de la Communication, tantôt d'une autorisation ou encore simplement mais à l'obligation de déclarer son activité. Donc, il est important de se plier à ces exigences-là. L'autre conseil, et pas des moindres, c'est celui de la protection de l'invention, celui de la protection donc de l'outil digital. Alors que la forme justement de cette protection variera selon l'outil en question. On ne protège pas de la même façon un site web, une application numérique ou encore une plateforme. Un site web et une application numérique. Tenons-nous à cette distinction-là. Alors, vraiment pour schématiser, parce que c'est un peu plus complexe que ça en droit, pour la protection, par exemple, du site web va requérir de scinder le dit site en deux parties, notamment le contenu du site qui sera soumis donc à une protection, qui sera protégé selon les droits d'auteur, et l'interface numérique pourra être protégée dans le cadre des dessins et modèles, voilà, selon le droit de l'OAPI, applicable bien sûr dans 14 pays d'Afrique, dont le Gabon. Voilà, c'est dire qu'il est donc important pour le jeune entrepreneur d'être informé du cadre juridique dans lequel il va commencer son activité, afin de la commencer de la manière la plus sécurisée possible, mais aussi en étant compliant, donc en conformité avec les administrations de tutelle et de contrôle, on va dire ça, de régulation et de contrôle du secteur. Donc, moi, j'encourage plutôt les jeunes à formaliser leur activité. Après, il faut savoir qu'en matière de formalisation, on peut procéder par palier, hein. Le jeune entrepreneur peut commencer par un statut, on va dire, plus ou moins souple, tel que le statut d'entrepreneur, qui est prévu par l'acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés, pour aller ensuite, au fur et à mesure qu'il va accroître son chiffre d'affaires et talent humain vers une forme beaucoup plus élaborée. Donc voilà les conseils que je peux donner aux jeunes entrepreneurs dans le digital ou qui intègrent une solution digitale à une entreprise au moment de la formation même de la vie d'entreprise. Voilà, Rose. Merci, Kadi. Donc, alors, finalement, pour être concurrentiel… Je tenais à répondre à Douglas, je tenais à faire justice à Douglas et à lui répondre positivement par rapport à son invitation tout à l'heure. Donc, et parallèlement, je lance également un défi aux jeunes de 10 000 codeurs d'arriver donc à intégrer le projet digital de Bienlo Consulting. Alors, Douglas, ça fait 3 ans que nous sommes dessus. Ce projet a déjà connu 3 visages différents, mais il n'est toujours pas en fait à sa phase achevée. À savoir que c'est une idée intéressante puisque nous l'avons exposée auprès d'un magazine anglais qui nous a décerné d'ailleurs à la suite de cela le prix de l'award, on va dire ça parce que c'est le nom exact, l'award de l'entreprise la plus innovante d'Afrique centrale. Donc voilà, le défi est lancé. Rose ? Super, c'est excellent ça. C'est aussi ça la famille JPOV. Ce sont des connexions, des interconnexions, des idées qui se choquent et s'entrechoquent. C'est ça, DigiWomen School, c'est ça les JPOV. Alors, j'ai une question de Yubi Ferrol, un internaute. Nous sommes engagés à rendre
cette journée interactive. Nous sommes là justement pour partager notre expérience, nos différentes expériences. Nous sommes là pour transmettre et pour enrichir la connaissance des internautes qui nous suivent. Donc, Youbi Ferrol souhaite savoir comment digitaliser les activités du secteur primaire telles que l'agriculture et en d'autres termes, comment le digital pourrait aider à améliorer les activités comme l'agriculture ou la culture du vin de palme, qui sont nos activités courantes. Et pour rejoindre la question de Youbi Ferrol, nous avons la question de Dissele Swale Chikaya, qui s'impatiente et qui souhaite avoir des réponses concrètes. Dans le même sens que Youbi Ferrol, lui pose la question de savoir, en tant que pêcheur artisanal, en quoi le digital va aider son activité. Donc, je pense que les entrepreneurs en herbe, les entrepreneurs qui nous suivent et les start-upers qui nous suivent veulent avoir des réponses concrètes. Je vais me tourner vers Douglas pour apporter un début de réponse ou une réponse complète ou des éclaircissements aux questions de nos deux internautes. Merci, Douglas. Très bien, merci Rose. Alors, si on essaie d'être concret, prenons le cas du pêcheur ou prenons le cas de l'agriculture. Si je suis pêcheur, je veux pouvoir avoir de l'information qui me permette de décider quelles sont les zones où il y a le plus de poissons. Vrai ou faux? Parfait, bien sûr. C'est une information importante. Si je suis agriculteur, je veux pouvoir savoir, en fonction d'un certain nombre d'indicateurs comme le temps, quelle serait la bonne semence. C'est clair ou pas? Je voudrais avoir des informations qui me reviennent. Si je suis dans le secteur, je suis en ville, et je veux savoir, je suis en ville, mais je veux savoir quel est l'état de mon terrain. Donc, je veux pouvoir savoir à quel moment planter, quoi planter. Donc, voici un certain nombre d'informations. J'aimerais bien pouvoir irriguer le sol de mes champs sans dépenser trop d'eau. Est-ce que vous voyez? Je pense que c'est assez concret, ça. C'est du digital. Bon, voilà. Donc là, vous prenez une technologie, par exemple, qu'on appelle l'Internet des objets, IoT, Internet of Things. Ça, c'est une technologie dont on entend parler de temps en temps. On parle de geek, on parle de big data, vous savez, donc tout ça, c'est gros mots là. Bon, ces gros mots-là, eh ben, ils vont permettre de remonter l'information à l'agriculteur. Ces gros mots-là vont permettre de savoir, en fonction de toutes les études, de l'expérience de tous les agriculteurs et des données récupérées, quelles sont les bonnes semences en fonction de quel terrain, en fonction de quel pays, en fonction du temps, dans les 12 mois de l'année. Ça, c'est intéressant. Parce que l'entrepreneur, il aimerait bien pouvoir décider. Qu'est-ce qu'il va proposer aux clients qui sont plutôt dans le nord du pays? Qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer à ceux qui sont dans le sud du pays? Qu'est-ce qu'il va proposer en janvier? Qu'est-ce qu'il va proposer? Voilà des informations qui sont importantes. Le digital va pouvoir permettre de remonter ces informations-là. Et nous autres, chez Dimicodeur, ce qui est important pour nous, c'est de présenter les métiers aux jeunes du continent qui vont leur permettre de savoir que dans ce métier-là, ils vont pouvoir intégrer des projets où le digital va être un moyen d'augmenter la productivité. Voilà le vrai terme. Productivité. Le pêcheur, il veut de la productivité. L'agriculteur, il veut de la productivité. Le jeune à qui on dit que l'agriculture est l'avenir du continent, que l'agriculture permet le grenier du monde, d'accord? Et ben, en fait, pour rendre ça sexy, parce que c'est ça le sujet, et ben, nous, on va lui dire, écoute, on ne va pas te demander de faire le champ. On va te demander d'apprendre un métier comme la data science. On va te demander d'apprendre des technologies comme l'Internet des objets, la big data, qui vont te permettre de donner du conseil et de créer des produits qui vont aider l'agriculteur. C'est ça qui est intéressant. De donner du conseil aux pêcheurs. À quel moment pêcher, à quel endroit pêcher. D'avoir des cartographies, systèmes d'information géographique, qui permet d'avoir de la prédiction. Voilà en fait vers où nous chez Dimicodeur, nous voulons emmener les jeunes. Vers des métiers porteurs qui permettent d'augmenter la productivité des personnes dans n'importe quel secteur de métier.
Figurez-vous, c'est une petite anecdote, nous sommes aujourd'hui, 10 000 codeurs, nous avons un nouveau sponsor, hein, Autodesk. Autodesk, c'est le leader mondial dans tous les logiciels de construction, d'architecture, les logiciels de fabrication. Eh bien, figurez-vous que nous allons préparer un webinaire avec un spécialiste d'Autodesk qui va nous expliquer comment l'Internet des objets va permettre de remonter l'information, par exemple, au niveau des ponts. Imaginons qu'au Gabon, on veut créer un pont. D'accord? Bon, on va faire intervenir une entreprise spécialisée dans les travaux publics. Mais attention, le pont, on aimerait bien, une fois qu'il a été créé, on veut l'observer. On veut l'observer pour savoir quels sont les endroits du pont où les gens vont le plus. Donc, on va récupérer cette information-là. On veut savoir au niveau du pont quels sont les endroits où il y a plus de chaleur. On veut pouvoir savoir au niveau de la sécurité du pont, détecter en fait les gens qui sont en mouvement sur le pont. Voilà un certain nombre de besoins qui sont des besoins naturels et que le digital va permettre de mettre en évidence. Donc, avec le digital, on va pouvoir stocker des données. Ces données, on va pouvoir les interpréter. Ces données, on va pouvoir les corréler pour obtenir de l'information pour décider. C'est ça qui est intéressant. On va pouvoir décider et en décidant, on décide avec des données qui ont été identifiées, qui ont été remontées. Vous savez, on parle aujourd'hui de 40 milliards d'objets connectés. Voilà. Aujourd'hui, il y a des capteurs, il y a des capteurs qui remontent de la donnée et cette donnée, on la croise. On la croise dans n'importe quel secteur d'activité, le génie civil, ça peut être dans le secteur de la sécurité, ça peut être dans le secteur du transport, hein, les flottes de véhicules, hein, les gens qui gèrent les taxis là, hein, pour savoir si le chauffeur, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il ne s'est pas arrêté quelque part? Est-ce qu'il n'est pas dans maquis? D'accord? Donc, il gère la flotte. Donc, celui qui gère, il gère sa flotte et il a l'information sur quels sont les véhicules qui sont aujourd'hui en activité, quels sont les véhicules et comment on va pouvoir rentabiliser et donc décider qui sont les bons chauffeurs, en plus de savoir l'argent qui a été collecté. Donc, voilà un petit peu en quelques mots. Avec le digital, on va pouvoir remonter des données, interpréter ces données pour décider. Ça, c'est important. Ça, c'est fondamental. Et nous, 10 000 codeurs, on voudrait une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique. Ça veut dire qu'on veut une Afrique dans laquelle la jeunesse investit des champs métiers comme le développement, comme le community management, comme la data science, comme la cybersécurité. Tous ces métiers qui vont aujourd'hui permettre une expertise qui va attirer le monde entier et en particulier les organisations qui, comme des multinationales, cherchent à se réinventer parce qu'elles sont un petit peu dépassées, les gros mammouths qui vont chercher en fait à avoir des compétences et éventuellement des startups dans lesquelles elles vont investir pour les aider à préparer demain et à préparer l'innovation de demain. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur le concret. D'accord? Le pêcheur, il veut savoir quelle est la donnée qui va lui permettre de mieux pêcher. L'agriculteur, il veut connaître quelle est l'information qui va lui permettre d'avoir de meilleurs champs avec la bonne saison. Alors, voilà un petit peu pour mon intervention. Merci beaucoup, Douglas. Tu as dit des choses essentielles. Elles étaient toutes aussi importantes les unes que les autres, mais je retiens ceci. Le digital est le moyen d'augmenter la productivité, de remonter les données, les interpréter pour décider et donc innover. Les internautes qui nous écoutent doivent absolument prendre feuille et stylo et noter. Mais il y a une réalité qui est la nôtre. Aujourd'hui, 10 000 codeurs semblent avoir pris de l'avance sur l'innovation. Et pour les internautes qui nous suivent au Gabon et même ailleurs, surtout pour le Gabon, pour avoir justement accès aux innovations, à l'accompagnement de 10 000 codeurs, il y a un partenariat qui est en phase d'être signé avec DigiWoman. Donc, vous pouvez tout à fait contacter DigiWoman pour être accompagné dans toutes les solutions qui vous sont présentées aujourd'hui. Je souhaitais faire un clin d'œil. Si je puis me permettre, je vais aller un petit peu plus loin. Nous, chez 10 000 codeurs, on a un contact direct avec les jeunes. 10 000codeurs.com/RDV. C'est du jamais vu. 10 000codeurs.com/RDV. On a décidé d'être en contact direct avec les internautes qui suivent JPOV. On a décidé que les internautes qui nous suivent prennent rendez-vous avec 10 000 codeurs sur cette URL, 10 000codeurs.com/RDV,
ils vont choisir le jour de la semaine où ils veulent nous contacter et on va prendre 15 minutes avec eux pour les écouter. Donc, le pêcheur, là, faut qu'il vienne. Hein. L'agriculteur, là, 10 000codeurs.com/rdv, nous, on est du concret. Nous, c'est du concret. Pourquoi est-ce que j'aime bien le travail de Christine? Parce que Christine, elle est concrète, elle a une vision, et il faut encourager cette vision-là. Et derrière, il faut une armée de jeunes. Et ces jeunes-là, ils ont besoin d'être entourés. 10 000codeurs.com/rdv. Vous prenez votre rendez-vous. Si c'est le lundi, vous choisissez le lundi. Si c'est le matin, vous choisissez le matin. Si c'est jeudi, après-midi, il faut choisir l'après-midi. Et donc, on va vous écouter. Les jeunes ne sont pas assez écoutés. C'est vrai, c'est pour ça que cette plateforme est intéressante. Nous pensons, 10 000 codeurs, que les jeunes ne sont pas assez écoutés. On ne tient pas compte d'eux. On fait des plans sans eux, soi-disant pour eux. Alors que c'est faux. Nous voulons les écouter et nous voulons mettre autour d'eux des grandes sœurs comme Christine, comme Rose, comme Régis, comme Khadijatou, qui sont vraiment dans l'intérêt de cette jeunesse et on veut pouvoir les suivre. Mais avant, il faut qu'elles sachent qu'il faut travailler. Parce que moi, je n'aime pas les feignants. Ça, vraiment, je dois dire là tout de suite que les gens qui vont prendre rendez-vous, qui ne vont pas venir au rendez-vous, moi, c'est blacklisté total. Les gens qui viennent, qui nous disent qu'ils veulent ce n'est pas correct. Donc, il faut un peu… En tout cas, nous, on est déterminés à présenter ces métiers et on est déterminés à accompagner Christine, à pouvoir aussi lui faire bénéficier de nos experts. Par exemple, nous avons aujourd'hui un expert dans le secteur du community management, Shedou Kamdem. C'est quelqu'un de très connu sur le continent dans le secteur du community management. Moi, j'aimerais bien que parmi les 100 femmes qui veulent être accompagnées par Christine, nous, 10 000 codeurs, on prenne notre part avec 2 ou 3 qui vont être accompagnés par notre expert Shedou Kamdem et sur un financement comme le financement de notre partenaire Autodesk. Est-ce que vous voyez, est-ce que ce n'est pas concret ça? C'est très concret, c'est très concret. Merci Douglas. Donc je rappelle que pour être accompagné et c'est important d'avoir quand même le point de vue de Régis Tadé sur les questions qui ont été posées par l'entrepreneur qui est dans le secteur de la pêche et celui qui est dans le secteur de l'agriculture. Et avant de te donner la parole, Régis, j'ai une jeune dame, Nanis de Jade. Vous savez, les noms qu'on se donne sur Facebook, là, parfois, c'est pas simple. Elle dit ceci, hein, pour rejoindre un peu la question, et il est important d'apporter une réponse à ces interrogations, et je pense que ça va dans le même sens. On sait que la jeune femme africaine aime dans le sens des interrogations qu'ont eu les deux entrepreneurs, l'un dans la pêche et l'autre dans l'agriculture. Régis, nous sommes curieux d'entendre ton point de vue sur ces questions. D'accord. Cette question est très intéressante. Les deux dernières semaines, j'étais avec des pêcheurs, des agriculteurs, des éleveurs dans le bassin du Niger, en Côte d'Ivoire et dans certaines zones. Et la question se posait à eux de façon inéluctable. Inéluctable. Pourquoi la question se pose à eux? Pour deux raisons. De façon concrète, aujourd'hui, en Afrique, en Côte d'Ivoire, on consomme 1 700 000 tonnes de riz. On consomme 1 700 000 tonnes de riz, mais on n'en consomme pas, on consomme moins de 10% du riz local. Pourtant, il y en a. Il y a des marchés où la production est là, mais aujourd'hui, elle pourrit parce qu'il n'y a pas de clientèle. Parce qu'il n'y a pas de clientèle, les marchés ne communiquent pas. On est dans une situation aujourd'hui où même dans le poisson, on a des poissons qui viennent de Chine et qui sont sur nos marchés. Et parfois, même certaines personnes font l'élevage de poissons étrangers dans le pays. Donc, on a des éleveurs, on a des agriculteurs qui non seulement ne sont pas bancarisés, sont pauvres, qui non seulement sont dans une situation difficile parce que pas bancarisés, financièrement c'est faible, et parfois là où se trouve le lieu de production, le marché de consommation se trouve très loin. Donc, ils ont un vrai besoin de réponse avec le digital. Lorsqu'on interroge les consommateurs, ils nous disent 3 choses. Pour que l'éleveur, l'agriculteur, le pêcheur puissent aujourd'hui
vivre de ce qu'il produit, il y a 3 points essentiels pour lui. La disponibilité de son produit, donc la productivité dont parlait Douglas, être capable de produire à compte saison, l'accessibilité du produit et le coût. Mais il y a un point essentiel sur lequel le digital peut faire passer à l'échelle beaucoup de nos personnes qui travaillent dans l'agriculture, c'est l'accessibilité. Aujourd'hui, si un pêcheur, je prends le pêcheur, si le pêcheur, avant même d'arriver sur des technologies beaucoup plus pointues, si le pêcheur est capable de participer à une place de marché où il a sa production, il dit voilà ma production, voilà les poissons que j'ai, voilà que je les produis avec des produits sans pesticides et tout, et qu'il le présente sur une plateforme où il y a des consommateurs, le marché sera beaucoup plus direct, le consommateur aura un produit à moins de coût et le producteur aura la capacité d'écouler sa production plus facilement. Parce que pour certains produits périssables, tels que les produits vivriers, on en arrive parfois où la moitié de la production est, on va dire, est pourrie. Ils n'arrivent pas à conserver. On est dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, pour le digital a deux points essentiels pour l'agriculteur, le pêcheur et l'éleveur. Il y a la productivité, être capable de produire à compte saison. Donc, l'information météorologique, tout ça, c'est très important. Comme disait tout à l'heure Douglas, il y a également la communication, l'information, l'accès à l'information aux consommateurs. Être capable de communiquer avec le consommateur. On nous disait hier, par exemple, un expert français nous disait hier, en Côte d'Ivoire ici, il nous disait, on a fait des études, le riz de Dadané, qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est plus doux que le riz, que le taureau ailé. Mais aucun Ivoirien ne le sait. Aucun Ivoirien ne sait quel type de riz on produit en Côte d'Ivoire. Instinctivement, ils vont vers les riz cambodgiens, thaïlandais, etc. parce qu'ils n'ont pas l'information. Et ça, c'est très important. L'information, l'accessibilité aux consommateurs et un système d'intermédiation qui permet aux producteurs d'écouler son produit plus facilement sur le marché local, en circuit court, par exemple. Donc, pour moi, déjà, ce sont des points concrètement où le digital, par ses experts, ils sont capables de réfléchir. Parce que pour moi, l'un des points essentiels, comme je le disais auparavant, c'est le marché. C'est là où on est. Donc, le digital peut vraiment permettre à ces agriculteurs, à ces pêcheurs-là, d'aller de l'avant, améliorer la productivité, mais également être capable de les aider à écouler à meilleur coût leurs produits qui sont souvent de meilleure qualité que les produits importés. Donc, voilà ce que je voulais rajouter sur l'aspect agriculture et pêche. Merci beaucoup, Régis. Je vais me retourner vers Lubna. Merci, Régis, d'avoir enrichi les propos de Douglas. Vous allez vraiment dans le même sens et pour dire à quel point les experts que vous êtes, vous entendez sur les solutions à apporter pour booster les startups dans le cadre digital. Je vais donc me retourner vers Lubna. Lubna, quel est ton point de vue sur la question? Comment penses-tu que le digital pourrait accompagner justement les secteurs dits de transformation, les secteurs clés néanmoins, mais dans lesquels on trouve beaucoup de personnes d'un certain âge qui peuvent avoir du mal à se familiariser avec le digital. Et justement, il y a l'un des internautes qui dit parfois dans le secteur de la pêche, de l'agriculture, nous retrouvons parfois des personnes illettrées qui ne savent même pas tenir un ordinateur. Quelle pourrait être la solution pour cette frange des opérateurs économiques pour qui le digital paraît un ovni? J'ai envie de dire. Bon, moi, je pense que ça peut être dans une optique de collaboration. Genre, bon, il y a des personnes, c'est vrai, qui ne maîtrisent pas le digital, vu l'âge, et il y a une certaine résistance de changement. Il y a même beaucoup de personnes qui vont se dire à quoi sert le digital, etc. Et je pense que c'est là le rôle des jeunes qui maîtrisent le digital, qui maîtrisent tous ces moyens, tous ces outils, et ils peuvent collaborer ensemble. Parce que pour pouvoir réussir une entreprise ou un projet entrepreneurial, il faut du savoir-faire. Les savoir-faire de l'un peut compléter le savoir-faire de l'autre. Et donc, je pense que ces jeunes-là qui maîtrisent le digital, qui maîtrisent
tout ce qui est programmation informatique, etc., et qu'ils peuvent mettre à la disposition de ces gens-là qui ont un savoir-faire dans d'autres secteurs. Et je pense qu'on le fait tous. D'ailleurs, si nous, par exemple, on a besoin d'un site internet ou d'une application, on s'oriente on se dirige vers les personnes qui maîtrisent ce savoir-faire. Et donc, du coup, je pense qu'il faut peut-être mettre en place une plateforme en faveur de ces personnes-là par secteur. Mais je voudrais revenir déjà à la base. J'ai vu les questions, j'ai lu un peu les autres questions et les gens se demandent dans notre secteur comment on peut faire pour développer notre activité, comment le digital peut nous aider. Le digital à lui seul ne peut pas nous aider. Et je pense qu'on doit revenir à notre sujet de base quand on parle de start-up. Donc, start-up, elle est liée automatiquement à l'innovation. Donc, la pêche, tout le monde fait la pêche. L'agriculture, tout le monde fait l'agriculture. Les métiers de coiffure, cosmétique, etc., tout le monde fait cela. Maintenant, c'est quoi le plus qu'un entrepreneur apporte? C'est quoi cette innovation? C'est quoi ce plus qui va le différencier par rapport aux autres et qui va lui permettre d'être singulier et attirer plus de clients, d'intéressés, etc. Et donc là, je pense qu'il faut repenser toute la question. Oui, je fais de la pêche, mais est-ce que je peux améliorer le produit que je vais offrir et que les autres offrent pratiquement pas la même chose. Donc, il faut voir comment on peut améliorer notre projet, comment on peut améliorer le produit qu'on va offrir. L'agriculture ou le cosmétique, bon, je vais revenir aussi à cette vision ou à cette idée de base qu'il faut voir ce qu'on a de plus, ce qu'on a en matière, en termes de territoire, en termes de ressources qui sont un peu spécifiques par rapport aux autres. Donc, moi, par exemple, je vais parler de l'exemple du Maroc. Je pense que tout le monde connaît l'huile d'argan. Donc, l'huile d'argan, c'est un huile qui est... L'argan, c'est un produit qui ne se trouve qu'au Maroc. Et après, il y avait beaucoup de coopératives de femmes. En général, ces femmes sont analphabètes, donc ils ne savent pas ni écrire, ni même utiliser. Bon, là, aujourd'hui, on a tous un smartphone, mais en général, ces femmes-là ne maîtrisent pas cela, et surtout avec l'âge, etc. Mais ces produits de ces femmes, on les trouve un peu partout dans le monde. Parce que ces femmes-là, ils ont fait appel déjà à des spécialistes ou ils étaient accompagnés aussi par des organismes, par des associations pour développer le produit. Il n'est plus à l'état brut. Aujourd'hui, on trouve l'huile d'argan, mais on trouve aussi des produits cosmétiques à base de l'huile d'argan. Une lait de corps, je ne sais pas quoi, un truc pour le cheveu, etc., etc., etc. Et aussi, ils ont fait appel à des gens dans le digital pour créer des sites internet ou des boutiques en ligne et qui leur permettent aujourd'hui de vendre un peu partout dans le monde sans pouvoir se déplacer. Et je pense que c'est cette optique de mettre un peu partout. Les autres pays, il y a beaucoup de produits qu'on n'en trouve pas, comme le beurre de karité, comme l'huile de cacao et l'huile de coco, pardon, et que les gens, ils demandent un peu partout, mais ils ne savent pas d'où acheter, ni comment. Et comment faire. Et donc, je pense qu'il faut penser à une certaine synergie et une plateforme qui va pouvoir lier toutes ces personnes-là, toutes ces parties prenantes pour pouvoir donner naissance à un produit et un projet innovant. Et là, il faut toujours penser à cette innovation parce que c'est facile de dire oui, moi je fais cela et je veux que le digital m'aide. Mais bon, le digital, c'est simple. C'est comme on est sur un marché réel ou une boutique à côté de l'autre, et quand quelqu'un viendra pour acheter, il va trouver le même produit un peu partout, et donc du coup, il va acheter disons, le moins cher ou le premier ou je ne sais pas quoi. Donc, il n'y a pas vraiment ce critère de préférence qui va le différencier par rapport à l'autre. Et de la même chose pour le tuel, on retrouve plusieurs sites qui vendent le même produit. Maintenant, c'est quoi ce plus qu'on trouve? Et je pense que c'est cette réflexion qu'il faut développer au niveau des jeunes, mais aussi des autres qui ont ces métiers-là. Merci. Merci beaucoup, Lubna. Merci infiniment. Je retiens ceci, tu parles de synergie. Donc finalement,
il faut avoir une logique sectorielle, il faut avoir une logique écosystémique, j'ai envie de dire. Donc, un écosystème autour du digital qui soit continental, qui soit sous-régional, qui soit inter-association, inter-entreprise. Il faut absolument, pour pouvoir booster les startups, pour pouvoir accompagner les entreprises dans cette mutation vers le digital, il est important qu'il y ait une synergie entre vous, présents ici, intervenants, entre les entreprises, entre les décideurs, les acteurs du digital. Je vais clôturer dans 5 petites minutes. Avant de clôturer, je vais rappeler qu'il y a une formation qui est prévue, Femmes et infographie, du 2 au 4 novembre prochain à IML. Rappelle également d'un appel à financement, du projet l'AYAMA D, un projet qui prévoit de former 100 femmes vulnérables à l'infographie et au web design avec certification d'ici 2020. Nous remercions également les partenaires des JPOV, donc Air France, Fondation Songa, DC Virtual, Global Mind Consulting, Sage Consulting, ONG Femmes Belles à l'intérieur et à l'extérieur, Gabon Review, Hub Africa. Je vais demander à chacun de vous de clôturer un mot de fin d'1 minute, même pas, afin que nous puissions nous préparer pour la rencontre de demain. Je vais passer la parole à Khadijatou pour son mot de fin. Khadijatou nous entend? Merci, Rose. Oui, moi, je vous entends, oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, ton mot de fin, 1 minute, succinctement. D'accord, donc en 1 minute, je présenterai en disant que je suis édifiée par les différentes interventions qui ont mis en exergue aussi bien le formidable outil marketing qu'est donc le digital, mais aussi la façon dont il permet en fait de fluidifier les échanges et de multiplier en fait les transactions électroniques. Il y a Douglas qui a beaucoup insisté sur la donnée. Demain, certainement, nous aurons le temps d'en présenter quelques points juridiques relatifs aux données personnelles, à la protection des données personnelles. J'ai bien aimé l'intervention de la dernière intervention de Loubna, ouais. Loubna, qui a en fait insisté sur l'importance pour les jeunes de mûrir créatifs et de proposer en fait des interfaces simplifiées à certaines catégories d'entrepreneurs. Donc, pour terminer, je dirais qu'il est donc important de prendre en compte que tous, en tant qu'entrepreneurs, nous prenions en compte ces informations afin de conseiller au mieux, de jouer au mieux notre rôle de grand frère ou de grande sœur, comme disait Douglas, par rapport aux entrepreneurs que nous avons à encadrer. Donc, pour terminer, je dirais également qu'il est forcé de constater que la technologie, le développement technologique a pris le pas en matière d'évolution digitale sur l'évolution des réglementations. Heureusement, certains projets en cours sont prévus ici et là, notamment en droit OHADA, puisque l'OHADA prévoit un acte uniforme sur les transactions numériques. Donc, des initiatives sont prises par les décideurs dans certaines régions. Douglas parlait de la Tunisie, afin d'arrimer autant que faire se peut, d'arrimer au mieux donc la pratique et la réalité, la nécessité d'encadrement juridique. Voilà, Rose. Merci, Kadi. Je vais passer la parole à Christine Soro pour son mot de fin. Ok, merci Rose. Je tiens vraiment encore à remercier la marraine, Madame Danielle Sassou Nguesso, remercier tous les intervenants, le grand frère Douglas, le grand frère Régis. Je pense que c'est un code futur, hein, Rose.
grands frères, grandes sœurs. Et justement, pour terminer, en tant que grande sœur, j'aimerais m'adresser à cette jeunesse qui nous suit et qui est très active. J'ai vu, nous dépassons les 150 commentaires et on ressent en vous un grand besoin, beaucoup de questions, avec beaucoup de réponses de notre part. Et j'ai une petite interpellation. Selon les dernières données de McKinsey, si j'ai bonne mémoire, en 2019, l'Afrique, ou le monde entier du moins, dépassait les 2,87 milliards de personnes connectées. Ça veut dire que chaque jour, et même nos grands-parents, nos grands-mères, des personnes qui n'avaient aucune notion de la téléphonie, par exemple, ont accès à ces choses. Mais au quotidien, comment ces outils, comment le digital aujourd'hui nous sert dans tout ce que nous entreprenons, que ce soit dans l'agriculture, peu importe les domaines d'activité. Est-ce que nous passons notre temps, et je parle comme une grande sœur, sur WhatsApp, sur Facebook, à partager voilà, les dernières nouveautés de chaussures ou de voitures qu'on a, ou est-ce que nous utilisons tous ces outils qui ont été conçus pour révolutionner justement le monde entrepreneurial, les innovations comme nous sommes en train d'aborder? À quoi nous servent ces outils que nous avons au quotidien dans nos mains? À quoi nous servent ces outils? Tu peux être agriculteur, je pense de Youbi Ferrol qui a posé la question, en tant qu'agriculteur, mais à quoi te sert ton téléphone portable? À quoi te sert la connexion Internet? Est-ce que tu te formes sur YouTube? Est-ce que tu participes à ce type d'événement qui peut enrichir ta carrière, ton expérience? Ou est-ce que tu passes plus de temps à générer plus de gains de productivité, pour reprendre les propos de Douglas, à tous ces acteurs qui nous ont dévancés, notamment les Facebook et tout le reste. Donc voilà, je vais terminer par là et on se dit à demain pour ma part. Merci beaucoup, Christine. Donc, c'est le grand frère Douglas qui va nous présenter son mot de fin, succinctement. Merci, Douglas. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous. 2 éléments de réponse pour mon mot de fin. Un élément qui est lié à l'intervention de Loubna, que j'ai beaucoup aimé. Donc, le digital, c'est une chose, mais il faut d'abord avoir effectivement identifié un besoin et voir quel élément différenciateur. Donc, l'huile d'argan, c'était intéressant. Ça peut être la distribution. On peut innover dans la distribution, sans forcément avoir besoin du digital d'ailleurs. Mais lorsqu'on décide de mettre le digital par-dessus, il va falloir pouvoir travailler sur la donnée et remonter en fait des données pour pouvoir mieux décider, d'une part, et aussi bien être capable de pouvoir communiquer sur soi, communiquer sur sa marque, communiquer sur son savoir-faire, faire savoir qui nous sommes, faire savoir la valeur ajoutée qui est la nôtre, et puis s'entourer des meilleurs qui connaissent le domaine du digital. Dernier point, j'encourage tous les jeunes qui nous écoutent à s'intéresser au métier du numérique. Rapprochez-vous de Christine Soro, rapprochez-vous de DigiWoman School, rapprochez-vous de 10 000 codeurs, contactez-nous, 10 000codeurs.com/rdv, prenez contact avec nous. Et puis, pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment ces métiers, intéressez-vous au webinaire que nous réalisons avec nos experts, découvrez les métiers. Et puis, si vous souhaitez être accompagné, être formé par 10 000 codeurs et ses sponsors, 10 000codeurs.com/challenge. Envoyez-nous une vidéo de 30 secondes où vous nous montrez que vous valez le coup, qu'on trouve de l'argent pour vous former dans les métiers du numérique. Merci. Que de bonnes nouvelles dans les JPOF, que de bonnes nouvelles. Loubna, ton mot de fin? Alors, je vous remercie tous pour toutes ces interventions qui se sont complémentées. Je m'adresse à Christine qui parle de jeunesse. Nous aussi, on est cette jeunesse, on se bat encore. Donc, nous aussi, cette jeunesse. Moi, mon mot de fin et pas de fin, c'est qu'il faut toujours penser à des choses innovantes qui vont nous différencier. Il faut chercher des exemples, il faut voir autour de soi. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples inspirants. Il y a des gens qui ont réussi à faire de petites choses dont les gens ne se doutaient même pas, croyaient que ce n'était pas possible, croyaient que non, ça ne va rien donner, etc. Ils ont réussi à faire de très, très belles choses. Il faut toujours aussi penser au contexte, parce que les contextes changent.
les temps changent. Ce qui est possible aujourd'hui ne peut l'être demain. Et je pense qu'on a la preuve avec cette pandémie qu'on vit aujourd'hui. Beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises ont déposé le bilan, d'autres entreprises ont vu le jour et ils ont été vraiment au plus haut de leur niveau de croissance. Et qui ont commencé par une simple idée, mais qui a suivi donné. Le digital, c'est un outil, c'est pas la base, c'est un outil qui va nous permettre ça nous facilite beaucoup la chose, mais il faut d'abord avoir le produit qu'on va proposer. En pensant, en voyant le commentaire concernant le pêcheur, ça m'a inspiré automatiquement, ça m'a fait penser automatiquement à une jeune demoiselle ici au Maroc qui a pu faire aussi une start-up en se basant sur la peau des poissons. Et, voilà, vous vous rappelez, Rose. Donc, des poissons, et aujourd'hui, ils ont fait des sacs, des chaussures, etc. Et je pense qu'il faut toujours penser à ce côté que les autres ne voient pas, ne regardent pas et n'y pensent pas. Donc, voilà, et je pense qu'on va continuer déjà notre discussion, notre débat demain et après-demain, Inch'Allah. Donc, merci à vous tous. Merci. Merci, Loubna. Régis, pour ton mot de fin, je tiens à rappeler que nous sommes solidaires de la Côte d'Ivoire. On espère, avec la grâce de Dieu, que le pays ne s'embrasera pas. C'est vraiment l'Afrique qui en souffrira. Donc, tu as tout notre soutien et nous accompagnons la Côte d'Ivoire en prière. Régis, pour ton mot de fin. Merci beaucoup. Pour mon mot de fin, j'appuierai mes propos sur deux choses pour moi qui sont essentielles. La première chose, c'est que la pandémie Covid-19 nous a enseigné une chose, c'est que même les États, c'est que le digital qui parfois était difficilement adopté par les États et même difficilement accessible pour les startups est devenu aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, cette conférence qui a lieu, elle a lieu grâce à un outil digital. Les gens qui communiquent avec nous sont là parce qu'on leur donne l'opportunité, sans être avec nous, de pouvoir échanger avec nous. C'est aussi ça l'un des avantages du digital. Il faut également se dire que le digital, non seulement il y a l'innovation, mais également la résilience. Parce qu'une start-up, c'est une organisation temporaire. Elle n'est pas destinée à rester une start-up toute sa vie. Elle évoluera pour devenir une PME, une grande entreprise. Mais elle peut trouver sa résilience dans le digital. Elle peut rester en amélioration continue avec le digital. L'un des points essentiels aujourd'hui, je discutais avec Aïda Ndiaye de Facebook la dernière fois, l'un des points forts aujourd'hui de Facebook, ce n'est pas forcément la technologie, c'est la pensée stratégique derrière qui est portée par le promoteur, qui fait qu'aujourd'hui, il observe tout le temps son marché, il arrive tout le temps à se dire qu'est-ce que je vais faire de mieux, qu'est-ce que je vais faire de différent, qu'est-ce que je vais apporter de plus pour répondre aux besoins, aux attentes des personnes qui sont en face de moi. Donc, je voudrais vraiment exhorter tous les jeunes à se dire que le digital est à leur service, mais le plus important également pour eux, c'est d'adopter cette pensée stratégique-là et de se dire que le digital n'est qu'un outil. Le plus important pour eux aussi, c'est d'avoir cette pensée stratégique derrière pour pouvoir permettre à cet outil de produire les fruits qu'il voudrait. Voilà ce que je voudrais dire pour mon mot de fin. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les intervenants. Nous nous retrouvons demain. Un grand merci encore à la marraine, Madame Danielle Sassou-Nguesso, de soutenir cette initiative. Je vous rappelle que demain, nous nous retrouvons à midi et nous évoquerons le sujet incubateur, un passage obligatoire pour les startups. Je vous dis à demain et merci pour toutes les personnes qui ont été nombreuses à nous suivre. Nous sommes à près de 200 commentaires, 260 partages. C'est pour dire à quel point le sujet intéresse. Excellente fin de journée à tous et à demain sur les JPOV. Connectez-vous à partir de midi. À très vite.